Bonsoir mesdames et messieurs, et merci d'être venus aussi nombreux ce soir. Ce soir, ce sera dédié à l'humour juif de Budapest. Peut-être certains d'entre vous connaissent déjà l'auteur du livre Dictionnaire amoureux de l'humour juif, Adam Biro, qui a été présenté à plusieurs fois déjà à Paris. Donc nous, on a décidé de contourner ce sujet un peu différemment, du côté hongrois. Et nous avons invité à côté d'Adam Viktor Korady, sociologue et professeur de l'Université centrale de Budapest, et Guillaume Métaillé, chercheur et traducteur, qui va animer la discussion entre Adam Biro et Viktor Korady. Et j'espère qu'ils vont vous approfondir vos connaissances par rapport à ce sujet. Donc, je vais passer la parole à Guillaume. Merci Judith, merci à l'Institut hongrois de son invitation. Donc, et merci à Adam Biro et Viktor Korady de se prêter au jeu d'écrire l'humour de Pest. À partir du dictionnaire amoureux de l'humour juif, donc qu'a publié chez Plon Adam Biro. Vous connaissez sans doute cette collection du dictionnaire amoureux. Il y a beaucoup de dictionnaires amoureux de toutes sortes, de plein de choses. De la Hongrie, je ne crois pas encore, mais ça pourrait arriver. Le pire n'est jamais sûr. Donc, le dictionnaire amoureux, c'est une formule que j'aime bien à titre personnel parce que moi, j'ai beaucoup travaillé sur Voltaire autrefois. Et Voltaire, qui est l'auteur d'un dictionnaire philosophique, est en fait l'auteur de ces formes de dictionnaires qui sont et ne sont pas à la fois des dictionnaires. C'est-à-dire, c'est à la fois un dictionnaire traditionnel et en même temps, c'est une œuvre littéraire d'une certaine façon à part entière. Il sera trop modeste pour dire que c'est vrai, sans doute, Adam, mais c'est vrai que c'est un usage littéraire du dictionnaire avec des renvois, avec des jeux, etc. Et quand il s'agit d'un dictionnaire amoureux de l'humour juif, évidemment, le jeu et l'humour est omniprésent dans ces différents articles. Alors, eh bien, ce dictionnaire, justement, nous donne, c'est ce qu'on parle parfois du désordre alphabétique, et ce dictionnaire nous donne des entrées dans ce sujet protéiforme, multiforme, qu'est la question de l'humour juif. Et ce soir, nous avons l'auteur pour nous préciser comment il voit l'humour juif de Pest, et aussi Viktor Korady, donc sociologue, spécialiste, entre autres, de l'Europe centrale, dont il est originaire et professeur à la Central European University, comme l'a dit tout à l'heure Judith. Alors, est-ce qu'il y a une spécificité? Moi, j'avoue que je suis encore un peu sceptique, malgré les différents rendez-vous qu'on a pu avoir ensemble. Mais est-ce qu'il y a une spécificité, selon vous, Adam Biro, de l'humour juif de Pest? Et si oui, est-ce que vous pourriez nous en dire un mot, voire un peu plus qu'un mot? Pour répondre, quand j'ai fini le manuscrit, j'ai donné au directeur de la collection chez Plon. Il a dit, on va changer le titre. On va pas appeler Dictionnaire amoureux de l'humour juif, mais on va appeler le Dictionnaire amoureux de l'humour juif hongrois. Et alors, mais il n'a pas ri, il a dit, écoute, tu ne parles que des Hongrois. Alors, j'ai revu, effectivement, je me suis dit, c'est absurde. En France, il y a plus de séfarades que d'Ashkénazes. J'ai dit, on ne vendra pas un seul exemplaire si je ne parle que des Ashkénazes hongrois. Donc, effectivement, c'est pas une blague, j'ai revu le bouquin, certains vits hongrois, je l'ai polonisé, ou j'ai dit, c'est une blague russe, etc. Nous sommes très peu à savoir que c'était en fait, c'est toujours Kohn Bácsi, le père Kohn, et pas Kaganovic. Enfin bon, je pense qu'il y a une spécificité. Je pense, moi je dois remercier cette soirée à Judith Baragnoi qui m'a dit un jour, on devait faire quelque chose autour de ce livre, et j'ai dit, je ne sais pas quoi, si vous voulez, et c'est elle qui a eu l'idée, et dit, mais pourquoi on n'essayera pas de trouver une définition, non, mais essaye de tourner autour de ce phénomène humour juif. Et j'ai dit, en fait, c'est vrai que ça existe. Ce n'est pas l'humour juif de Prague, ce n'est pas l'humour juif russe.
il y a une rencontre mystérieuse, mais Victor, avec qui j'en ai parlé, il dit ce n'est pas très mystérieux, c'est sociologique et historique. Il y a une rencontre étrange entre les Juifs et la Hongrie qui a donné ce phénomène qui est le Juif hongrois, qui a créé Hollywood, qui a créé le Witz hongrois, qui n'est pas réductible à aucun humour berlinois, viennois, d'Europe centrale. C'est quelque chose de tout à fait particulier. Maintenant, quoi? Je suis mal placé de savoir parce que j'en viens. C'est comme si je devais me définir moi-même. Mais je sais que quand on me raconte... D'abord, la première chose, il n'y a pas de Hongrois, et ça vraiment je peux le dire, c'est pas une généralisation, il n'y a pas de Hongrois qui se rendent compte qui au bout de 10 minutes ne se racontent pas un Witz. C'est absolument vrai. Tu connais quand le père Cohn rencontre machin, c'est évident, c'est évident. J'ai entendu que même en prison, à l'époque Rákosi, les gens se racontaient des blagues dans les prisons, et j'en connais même. Donc, ne serait-ce que ça, c'est une spécificité. Je ne suis pas certain que deux Français qui se rencontrent dans la rue, aujourd'hui, se racontent immédiatement une blague. Les Hongrois, oui. C'est déjà une spécificité. C'est une spécificité hongroise et juive hongroise. Maintenant, les sujets, évidemment, sont les mêmes que les blagues d'Europe centrale en général, pas d'Europe de l'Est. Les blagues d'Europe de l'Est jouent beaucoup sur le rabbin, sur la religion, sur les blagues d'Europe centrale et celles de Budapest sont un peu différentes. Les sujets sont très souvent politiques, tournent autour des affaires. La dérision joue un rôle énorme. Je dis de mal de moi pour vous couper l'air sous le pied, que vous puissiez pas en dire parce que j'ai déjà tout dit. Donc l'autodérision, là. C'est l'autodérision qui est une des clés de l'humour juif de Hongrie, de Budapest. Enfin, je dirais de Hongrie. En hongrois, on dit « Pesti-Witz », ça veut dire le Witz de Pest. Le Witz, c'est un mot que Guillaume va en parler, c'est pas la peine. Mais de Pest, pourquoi? Parce que Budapest, c'est deux parties d'une ville, Buda et Pest, et les Juifs habitaient à Pest parce que c'était la partie commerçante, c'était la partie populaire, tandis que Buda était le côté... disons, noble, résidentiel, etc. Enfin bon, je m'arrête parce que je vais... Mais alors, avant peut-être d'essayer de définir ce qu'est justement un Witz, on y reviendra peut-être tout à l'heure, peut-être que Victor Corradi peut nous dire un mot sociologique de cette question de Pest, justement, puisque c'est une approche sociologique, de dire, voilà, il y a une ville haute, une ville basse, d'une certaine façon, et c'est dans cette ville basse, si on peut dire, que se développe cet humour. Est-ce que, j'imagine qu'en sociologue, vous voyez ça, cette topographie fait sens? Oui, tout à fait. Comment on fait ça? Appuyer. Bien. Excusez-moi, je suis un peu enroué. Oui, je pense que Pest est tout à fait capital dans cette histoire parce que, enfin, pour une série de raisons que si j'avais le temps, je pourrais vous faire un topo plus développé là-dessus. Je dirais juste les mots-clés là. Première chose, c'est à Pest qu'habitaient tous ceux qui faisaient partie de ce monde juif nouveau, c'est-à-dire des juifs modernes. Alors, en termes religieux, c'était les néologues. En termes démographiques, c'était un quart de la population juive à la fin du 19e siècle du pays. En termes sociologiques encore, à Budapest, il y avait un quart de juifs dans la population de Budapest, ce qui n'est pas une chose innocente parce que ça veut dire que c'était la deuxième ville la plus importante juive au monde jusqu'à l'arrivée de New York. New York est venue vers la fin du 19e siècle, est arrivée comme grande ville juive, mais jusque-là, après Varsovie, c'est Budapest qui était la seconde grande ville. Et Budapest était très
différente parce que, alors qu'à Varsovie, une bonne partie des Juifs vivaient dans une région qui est devenue par la suite le ghetto, à Budapest, il y avait un quartier juif, mais enfin, ça a été débordé en long et en large par la population juive, et les Juifs ont joué un rôle alors visible et très important, et un rôle qui était très particulier parce que, tout bêtement, c'est eux qui ont donné la bourgeoisie moderne, une bonne partie, la majorité, objectivement, ça se chiffre, la majorité des professions libérales modernes, et, pour tout vous dire, une très large partie de la population éduquée de façon moderne, c'est-à-dire étant allé au lycée. Il y a des chiffres là-dessus, si ça vous intéresse, je peux vous donner qu'en 1910, 54% des hommes juifs avaient au moins 4 classes de lycée, enfin, niveau d'éducation de 4 classes de lycée, ce qui fait un niveau d'éducation tout à fait extraordinaire, parce que pour le reste de la population, c'était de l'ordre de 15%. Selon les groupes ethniques, religieux, c'était variable, mais enfin, la moyenne, c'était de l'ordre de 15%, comparé à ces 54%. Donc, vous voyez que le statut des Juifs de Budapest était très particulier, et j'ai une petite théorie là-dessus, dont je n'aurai pas le temps, sans doute, d'en dire tout ce que j'aurais aimé. Mais enfin, je pense que les deux sont très liés, c'est-à-dire la production d'un type d'humour très particulier, et puis cette concentration de Juifs relativement éduqués, très modernes, sous tous les rapports, hein, encore une fois, en termes religieux aussi, c'est-à-dire assez sécularisés, assez dégagés des obligations religieuses, et très portés sur les connaissances, les savoirs neufs de l'époque. Mais dans ce que vous dites, en même temps, ce qui ne me... Juste un mot encore. Alors ça, c'est un côté de l'histoire. Un autre côté, ou si vous voulez, 2 autres côtés de l'histoire, c'est, là encore, je dis juste des mots-clés, c'est que dans le monde juif, depuis toujours, je pense que ça, c'est pas nouveau, c'est très ancien, il y a un besoin absolu et très clairement exprimé d'autodéfinition, d'autodiscussion, d'autoréflexion, c'est-à-dire parler de ce qu'on est, de ce qu'on devient, parler des ennemis qu'on a, et essayer de faire une espèce de théorie de la place que les Juifs occupent de la société. Ça, c'est un besoin de très longue historiquement, de très longue haleine, qui est devenu d'autant plus importante qu'au XIXe siècle, l'antisémitisme est venu, l'antisémitisme de type moderne, c'est-à-dire politique, est venu compliquer la situation des Juifs. Et alors, un mot juste un mot-clé, ces Juifs de Budapest avaient une situation très particulière comme groupe modernisé, très embourgeoisé. Embourgeoisé, c'est mal dit en français. En Hongrie, on dit polgárosodott, et relativement très cultivé, parce que il faisait face à un environnement qui n'était pas nécessairement hostile, mais qui était moins cultivé, qui était moins embourgeoisé, moins modernisé. On peut parler d'un déficit de modernisation de l'ensemble de la société hongroise. Et en même temps, alors que les Juifs devaient être dans une position, disons, entre guillemets, dominant, ils étaient politiquement et socialement dominés par l'environnement. Donc, dans cette situation ambiguë, est certainement, à mon sens, aux sources, aux principes de cette production d'humour très particulier
qui porte énormément de messages de type social, je dirais même sociologique. Vous répondez à la question que j'ai failli pouvoir vous poser. Donc, c'est la question justement de la greffe, au fond. C'est-à-dire qu'on parle de l'humour juif hongrois. On ne parle pas uniquement de l'humour juif. Donc, d'une certaine façon, c'est cet humour juif de Pest qui s'explique. Alors, par le schéma dominant-dominé, bon, c'est un schéma très intéressant. Mais est-ce qu'il y a un élément magyar selon vous? Est-ce qu'il y aurait une sorte de syncrétisme culturel? Ou est-ce que c'est uniquement une position de domination à la fois complexe, celle que vous décrivez, qui explique cette floraison de l'humour juif hongrois ou de Pest? Moi, j'ai une théorie là-dessus qui n'a rien de scientifique et qui est probablement contestable. Je pense qu'il y a une rencontre magique, inattendue, heureuse, entre deux malheurs. On dit, par exemple, je prends un exemple, le seul hymne au monde qui se désole, qui dit « Mon Dieu, Dieu qui nous a tellement battus, maintenant apporte-nous une bonne année », c'est l'hymne hongrois. En allemand, c'est « Deutschland über alles », nous sommes les plus forts. En France, on va tuer tous nos ennemis. L'hymne soviétique, on remercie la réussite formidable. Le seul hymne qui est malheureux, c'est l'hymne hongrois. On dit, il y a une phrase en hongrois qui dit « Sírva vigad a magyar ». Le hongrois se réjouit en pleurant. Il y a une mélancolie hongroise évidente. Sioran, qui n'était pas hongrois, qui était roumain, écrit dans un de ses livres, et j'ai cherché, je me souviens où je l'ai lu, il dit « Quand on rencontre quelque part la mélancolie, il faut gratter dessous, on trouve un hongrois ». Et c'est vrai, nous le savons, jusqu'à ces dernières années, la Hongrie était le pays avec le plus grand nombre de suicides par tête d'habitants au monde. Je pense que ça a changé ces dernières années, mais c'était vrai pendant une centaine d'années. Ça, c'est le malheur et ça a des explications, évidemment, c'est pas génétique, c'est historique, c'est une histoire tragique d'occupation des Tatars, des Turcs, des Habsbourg, des Russes, tous coulés. C'est une langue au milieu d'une mer indo-européenne, slave, germanique, etc., une langue totalement isolé, qui n'avait aucune connexion avec aucun pays autour. Donc, il n'y a pas, comme Camus, quand il parle de la Bohème, il dit c'est un pays de malheur, il n'y a pas de mer, il n'y a pas de montagne. Il n'y a rien, il n'y a pas d'espoir. Vous n'en sortez pas. Et c'est vrai, bon, ça demanderait une explication beaucoup plus longue, évidemment. Toutes les données étaient là pour que ce peuple ne soit pas heureux. Qui rencontre un autre malheur, alors millénaire, le malheur juif, je ne vais pas m'étendre là-dessus, qui dure depuis 3000 ans, et qui a... Les Juifs ont survécu, comme les Hongrois ont survécu, ils sont toujours là, on a tout essayé, des empereurs Habsbourg interdisaient l'utilisation de la langue hongroise, etc. N'empêche que la littérature hongroise est exceptionnelle. On a tout fait pour exterminer les Juifs. Je ne vais pas entrer dans les détails, ils sont toujours là. Et je me demande s'il n'y a pas quelque part, mais ça nécessiterait évidemment des études de gens qui connaissent beaucoup mieux ce problème que moi, il y a une rencontre étonnante, miraculeuse de ces deux malheurs qui a créé cette espèce d'autodéfense qu'est l'humour juif hongrois, d'autodérision, et de possibilité de survivre. Parce que la mélancolie est une... Je vais vous donner la parole. La mélancolie est une humeur. Et l'humour, ça vient bien du mot humeur, au départ.
là, c'est une question étymologique. En fait, au départ, le mot « huit » en anglais voulait dire effectivement humeur. En français, on disait, vous avez raison, l'humeur, c'était les humeurs qui circulaient dans le corps, qui provoquaient. C'est l'humour noir, qui a donné en allemand. 8, qui donnait d'abord 8 en anglais, ensuite ça donnait 8 en allemand, 8 en yiddish, etc. Et 8 en hongrois, puisqu'en hongrois, il n'y a pas d'autre mot pour blague, pour vanne, pour plaisanterie que le mot vitz. Contrairement au français, il y a une dizaine Poène, de... quand même. Comment? Poène. Poène, c'est la chute. Le poène, c'est le point. C'est la chute. C'est pas le point, c'est la fin. Ça vient du français. Oui, c'est la conclusion. Oui. Poène, poène, c'est-à-dire t'as tué t'as tué la fin de la. Par métonymie, ça peut. Oui. Désigner... Non. Ça ne peut pas. Par synecdoque, alors. Alors, donc, c'est une interprétation intéressante, c'est-à-dire l'idée d'une communauté de destin, d'une communauté de mélancolie, peut-être d'une rivalité mimétique, peut-être d'un mimétisme aussi, parce que l'hymne de Kölcsey, il est quand même assez récent. Je ne sais pas quelle est l'histoire de la mélancolie en Hongrie, ça je ne saurais pas vous dire. Mais ce n'est pas une cause, c'est un signe. C'est un signe, mais c'est un signe récent quand même. Et je pense qu'il y a quand même un mimétisme de tous les peuples d'ailleurs, enfin de nombreux peuples avec la Bible, avec le peuple élu. D'une certaine façon, ce mimétisme et cette rivalité mimétique au sens de René Girard, je pense qu'elle est quand même assez essentielle dans beaucoup d'explications avec l'histoire juive, il me semble, et le texte biblique. Mais vous vouliez dire quelque chose de particulier sans que je vous pose de questions? Non, pas particulier, mais j'aimerais simplement m'inscrire en faux contre mon ami Adam, parce que le paradoxe de cette situation où est né le Witz de Budapest, c'est justement que c'était la période la plus relativement heureuse de l'histoire nationale. C'était après le compromis, c'était après le début de la fin de la construction nationale, c'est-à-dire le pays a regagné objectivement son indépendance. C'était une situation où les Juifs sont devenus citoyens égaux aux autres, et même la religion juive a été reconnue comme religion protégée et soutenue par l'État, ce qui est extraordinaire. Ça s'est passé nulle part ailleurs dans la région. Donc c'était une des rares périodes de l'histoire hongroise sur le long terme, si je puis dire, qui a été relativement équilibrée et relativement, alors là très franchement favorable aux Juifs. C'est-à-dire que c'est là où ce processus de modernisation s'est déroulé, a eu lieu. C'est là où les Juifs sont devenus des citoyens modernes et d'une certaine manière les citoyens modèles de cette Hongrie moderne, puisque c'est eux qui ont constitué une bonne partie des classes moyennes modernes. Et alors lorsqu'on dit une bonne partie, ça veut dire la partie d'avant-garde de cette classe moyenne moderne. Si vous regardez la production dans des termes très variables, production d'art, production d'institutions, production économique évidemment, production professionnelle de cette classe moyenne, vous retrouvez toujours dans l'avant-garde les Juifs. Donc, on ne peut pas dire que c'est le malheur de la situation qui a pu créer le Witz juif de Budapest. Il faut reconnaître ce paradoxe qui, à mon sens, n'est pas un paradoxe, mais vient encore une fois de ce besoin d'interpréter le monde qui est dans l'habitus juif. Et puis cette situation ambiguë où on a réussi tout en étant quand même sous le coup d'une société qui nous met à part, qui ne reconnaît pas nécessairement notre réussite. Et j'ajouterais tout de même une chose encore, c'est tout de même une situation exceptionnelle où l'État hongrois, les autorités hongroises
n'avait rien d'antisémite, n'avait rien d'anti-juif. Au contraire, il y avait une intégration visible des juifs dans l'appareil même de l'État. En 1910, 20% des parlementaires hongrois étaient juifs ou d'origine juive. Alors là, il faut discuter pourquoi d'origine juive, parce que beaucoup étaient convertis. Mais enfin, c'était tout de même une situation relativement plus équilibrée que toute situation avant et après. C'est tout ce qu'on peut dire. Et c'est là qu'est né le vide juif. Par exemple, alors là, il y a un ribambelle d'institutions qui étaient là. Il y avait des journaux, il y avait Bosch Semyanko, un journal géré par un écrivain et un rédacteur de textes tout à fait génial à Goï. Il y avait la naissance du cabaret. C'était un peu plus tard, au début du XXe siècle, Nagyendre Kabarja et d'autres. Il y avait l'Orpheum qui était une sorte de théâtre, mais très porté à l'exposition l'exposé de witz, de plaisanteries, d'histoires drôles. Enfin bon, très particulier. L'histoire drôle portée, qui avait affaire avec la ville de Pest et les conditions de vie de Pest. Donc, il y avait tout un ensemble de conditions qui étaient très favorables, à la fois à la production des plaisanteries, des witz, et puis favorables, objectivement, aux Juifs dans leur ensemble. Mais je suis absolument d'accord, tu ne m'as pas contredit du tout. Je souscris. Je pense que justement, parce qu'on est arrivé au 19e siècle, un moment heureux, de paix, relativement heureux, qui permettait une explosion de musique, de poèmes, de witz, etc., dont le terrain était favorable grâce à ces deux mélancolies, ces deux malheurs que j'ai. Évidemment, on sait très bien que les révolutions éclatent toujours quand ça va bien. Sous Louis XIV, il n'y avait pas de mouvement. C'est sous Louis XVI que tout d'un coup s'est explosé, etc. En fait, les exemples sont très... Je pense que ces vices, cette autodérision, cette libération de pouvoir se moquer de moi-même sans que ça me nuise vraiment, n'a pu arriver qu'au moment où la révolution industrielle, la politique des Habsbourg, etc., a permis aux Juifs de arriver à une certaine bien-être matériel, économique, spirituel, etc. Donc je suis d'accord avec toi en ajoutant toujours, on essaie de trouver pourquoi. Mais ce pourquoi, je pense que ce que tu as décrit, ces raisons sociologiques et historiques, ne donnent pas la naissance à l'humour. Ça pourrait donner naissance. Après tout, en Europe centrale, on assiste à ce genre on connaît pas tellement d'exemples comparables dans d'autres pays dont l'histoire est quand même assez comparable. Oui, mais là, on revient, si tu veux, on revient au problème, alors qui est d'histoire sociale, c'est que c'est à Budapest que s'est concentrée cette espèce de masse critique de gens qui pouvaient devenir publics et producteurs de ce genre de ce genre. Ah, ça, c'est vrai. Parce qu'ailleurs, il n'y en avait pas autant, tout bêtement. Oui. À Vienne, à Berlin même, il n'y en avait pas autant. À Prague, il y en avait beaucoup moins. Seul à Varsovie, il y en avait autant. Mais à Varsovie, ils ne s'occupaient pas d'auto-réflexion publique, destinée aux goïms, parce qu'ils étaient très séparés des goïms. C'est la question de l'assimilation aussi. Tout à fait. Alors là, l'assimilation est au centre de toute cette réflexion dont je vous ai donné des bribes, vraiment. Disons, il y a une chose qui est évidente, c'est que les Juifs de Vienne, par exemple, il n'y avait pas un mouvement de libération soudain. J'entends, en Hongrie, c'était tout d'un coup un horizon qui s'est éclairci. Ce qui était peut-être beaucoup moins nécessaire à Berlin, où depuis déjà Mendelssohn, depuis le Haskala, il y avait un courant, on n'a qu'à lire Nathan der Weise, etc. Ce qui n'était pas le cas en Hongrie. C'était un mouvement
assez rapide qui permettait la naissance justement de cet humour qui, au fond, on pourrait dire, jaillissait. En même temps, le grand maître du Witz, c'est peut-être plutôt Heine, non? C'était un juif hongrois, bien sûr, mais... Il n'était pas hongrois du tout. C'est une blague. Mais, au fond, tu dis exactement ce que disait mon père. Tout le monde est juif hongrois, il y en a qui ne le savent pas. Heine, il ne s'en était pas rendu compte. Mais nous, on le sait. C'est vrai, ah oui, l'importance de Heine est énorme. Il y a un article Heine dans le dictionnaire. Ah oui, un long article. article. Et Freud, dans le mot d'esprit, parle très longuement Freud, qui était un juif hongrois. Il n'était pas loin. Pas loin, viennois. Viennois, oui. Non, Heine est effectivement, pour l'humour juif, Heine est le prototype. Mais il faut dire qu'avant, jusqu'au XVIIIe siècle, si dans le Talmud il y a beaucoup d'humour, dans la Bible il n'y en a pas, dans la Kabbale il n'y en a pas, il était quand même assez mal vu dans des milieux juifs orthodoxes et très pratiquants de pratiquer l'humour. C'était arrivé avec notamment la Haskalah, les Lumières qui viennent d'Allemagne, quand tout d'un coup on pouvait faire de la musique, on pouvait peindre et on pouvait plaisanter. On ne pouvait pas avant. Alors là, c'est aussi, c'est les origines juives, disons de la culture juive sur la longue durée, peut-être de l'humour que vous évoquez là maintenant, c'est-à-dire des origines religieuses, par exemple le Talmud. Il y a un article Talmud très important dans le dictionnaire. Parce que dans le Talmud, il y a beaucoup de blagues, il y a beaucoup d'humour. Dans la Bible, il n'y en a pas du tout. Ni dans la Bible juive, ni dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas du tout. D'ailleurs, je cite plein d'exemples. Baudelaire se plaint de manque d'humour dans la Bible, etc. Dans le Talmud, oui. Et au contraire, le Talmud insiste sur l'humour. Il dit au rabbin, commencez vos leçons par une blague. Là, je pense que c'est très important parce que la civilisation juive, disons verbale, est fondée sur le Talmud et alors tous les commentaires qui s'en sont suivis, enfin jusqu'à maintenant, du Talmud et d'autres textes consacrés. Et je pense que c'est une interprétation pure, que le Witz, c'est une forme d'interprétation de soi et d'interprétation du monde dans une forme inventée au XIXe siècle. Mais ça, c'est une interprétation un peu raide. Et notre discussion d'hier m'a un peu confronté dans cette idée qu'il est vrai que quand on parle de Witz juif en général et Witz juif hongrois en particulier, il y a une racine talmudique, il y a une racine sur la contradiction, sur se gratter l'oreille droite avec la main gauche, c'est se contredire pour arriver. Je vous donne un exemple je peux vous donner exactement dans quel livre du Talmud. Un tribunal rabbinique reçoit une plainte d'un homme qui demande qu'on le sépare de sa femme. Il demande le divorce car sa femme a fait brûler à plusieurs reprises la viande. Le tribunal a immédiatement prononcé le divorce. Alors les gens étaient révoltés, ils disaient, vous êtes fous, vous prononcez le divorce pour ce broutilles. Et puis les rabbins ont dit, vous n'avez pas compris. Nous avons prononcé ce divorce pour sauver cette pauvre femme de cet imbécile qui veut qu'on le sépare justement pour une broutille. Mais c'est effectivement drôle, c'est dans le Talmud, n'empêche que c'est très profond. De quoi il s'agit? Il s'agit d'aller au fond des choses d'une manière, si vous voulez, humoristique, mais enfin, si les rabbins n'étaient pas attaqués, ils n'auraient pas répondu. Mais tout l'esprit du Talmud est là-dedans. Nous faisons quelque chose
qui semble absurde et qui ne l'est pas. Au contraire, c'est quelqu'un, ça m'est arrivé personnellement, quelqu'un qui, j'ai vu un batelier avec son bateau arrêté sur un canal, et j'ai demandé, vous descendez, n'est-ce pas? Il m'a dit, en fait, je monte, mais vous n'étiez pas loin. C'est la définition même du Talmud. Et ça donne naissance, effectivement, non pas si vous voulez, non pas à l'humour, mais à une explication du monde d'une façon contradictoire, absurde, qui me permet peut-être non pas saisir le monde, car on ne peut pas le saisir, mais d'essayer de frayer un chemin. Il est plus facile de se frayer le chemin dans la jungle du monde d'une manière humoristique que, comme on fait les Juifs jusqu'au XVIIIe siècle, dans le malheur. Ce qui me frappe dans ce que vous dites, c'est qu'il y a des sortes de structures. On a l'impression qu'on voit des structures, des inversions. C'est quasiment une technicité de l'humour juif talmudique, finalement d'origine talmudique, au point qu'on pourrait se demander si c'est pas une forme d'exercice spirituel, au sens de Pierre Hadot, parlant des exercices spirituels, évidemment, de la philosophie antique comme exercice spirituel. Est-ce que finalement l'humour n'est pas un exercice spirituel juif ? Le Talmud dit que Dieu, le 7e jour, ne s'est pas reposé, mais il a étudié. Quand j'ai lu cette phrase, j'ai été absolument sidéré. Ça montre que l'étude, c'est exactement ce que tu dis là. L'essai, l'interprétation du monde est notre devoir premier, avant tout. Étudier. Dieu lui-même étudie. Oui, qu'est-ce qu'il fait le Talmud? La loi orale qui essaie d'expliquer la loi écrite. Et la Kabbale essaie de comprendre. Mais il n'y a jamais de réponse. Il n'y a pas de vérité. Les plaisanteries sur l'absence de vérité, Talmud dit, Dieu a 600 000 faces. 600 000 faces, ça veut dire infini. Ça veut dire que je ne peux jamais connaître sa face, donc je dois étudier tout le temps. Je sais parfaitement que je n'arriverai jamais au bout. C'est l'histoire du golem où, quand il devient dangereux, on enlève le mot vérité et qui donne mort avec une lettre de différence. Mais ta question est absolument juste. Oui, il s'agit d'essayer de comprendre. Absolument. On voit bien que, par exemple, l'exemple cité dans le dictionnaire des deux ramoneurs, enfin des deux étudiants, c'est ça, tomber dans la cheminée, c'est des renversements permanents de perspectives qui sont une forme d'exercice spirituel et intellectuel. Tout à fait. Oui, il faudrait des linguistes pour étudier ça. Je pense que ça vaudrait la peine. Parce que finalement, Freud a quand même essayé de mettre en lumière des fonctionnements. Mais c'était évidemment lié à l'inconscient. C'était pas des fonctionnements techniques. C'est que Freud le compare au rêve. C'est le titre même du livre. C'est l'inconscient. Freud dit que le mot d'esprit a les mêmes lois, la même mécanique, la même démarche que l'inconscient. Et le rêve, c'est probablement vrai. Là, ça dépasse. Je me sens pas autorisé à critiquer Freud. Mais il est aussi vrai que le livre de Freud qui est apparu au début du XXe siècle est quand même très lié à une société, à une histoire, à une langue, je ne suis pas sûr qu'un Anglais, qu'un Américain, je ne sais pas, un Hindou aurait pu écrire le livre qu'a écrit Freud, qui est le fruit du Vienne de 1900. C'est évident. Et puis c'est cette culture de la plaisanterie, enfin des histoires plaisantes nées au XIXe siècle, ont une portée, disons, très forte en termes sociologiques, parce que ça porte sur la condition des Juifs et des non-Juifs dans la société nouvelle qui est en train de naître. Donc, moi je vois ça
comme une forme de sociologie non pas archaïque, mais disons populaire et à la portée de tous, avec cette restriction particulière que cette culture produite peut-être largement de façon spontanée jusqu'à la fin du 19e siècle, disons, bien qu'il y ait eu déjà des journaux spécialisés depuis les années 60-70, s'est transformé en culture organisée, institutionnalisée, avec l'apparition des théâtres spécialisés, de la presse spécialisée, pas seulement un ou deux journaux, mais plusieurs. Toute cette presse, on le sait, est largement due à la bourgeoisie et puis aux professionnels juifs. Enfin, si on regarde les noms et puis les données de base, il y a même des statistiques là-dessus, c'est tout à fait évident. Et cette culture, au début, disons spontanée, est devenue largement culture professionnelle. Il y a des producteurs professionnels des Witz. Alors, nous, Hongrois, au XXe siècle, nous pouvons très bien se dire qu'on est des champions de ces spécialistes de Witz, parce qu'on a un Corinthi qui est tout de même en soi tout un monde, mais on a un ensemble de Corinthi qui sont petits ou moins petits, qui sont connus au monde entier. En Israël, on a Kishon, en Angleterre, on a Mikesh, enfin, il y en a d'autres un peu partout. Donc, c'est devenu une culture professionnelle largement basée, revenant largement à ces racines de Budapest. Je ne dis pas racines hongroises, mais racines de Budapest, parce que tout ça est parti de Budapest. Mais alors, si je peux ajouter un mot, on peut très bien interpréter ça comme une forme d'expression de la modernité juive en Hongrie, parce que si vous regardez d'autres formes d'expression culturelle, vous retrouvez également les Juifs dans l'avant-garde en tout genre, et donc c'est pas quelque chose d'isolé, de particulier. C'est des Juifs hongrois. Des Juifs hongrois, ben oui, et surtout de Budapest. Ben oui. Voilà. Dans le film, la production des premiers films à Budapest, à Berlin ou à Vienne et à Hollywood, évidemment, par la suite, doit largement à ces professionnels. Vous exagérez un peu. Il y a aussi des Hongrois juifs à Hollywood. Par la suite, d'autres ont été admis. Enfin, je sens que tu veux que je raconte c'est une histoire, paraît-il vrai, que sur un studio sur Universal, en fait, à Hollywood, quelqu'un a épinglé en disant il ne suffit pas d'être hongrois pour faire du cinéma, il faut encore avoir du talent. Et quelqu'un a mis à la presse, il ne suffit pas d'avoir du talent pour faire du cinéma, il faut être en plus hongrois. Bon, est-ce que c'est vrai? Il est vrai que des metteurs en scène d'importance, par exemple de Curtis, qui a fait Casablanca, qui a créé sur ça, et ça c'est vrai, sur sa loge, il était épinglé « We only speak Curtis ». Il parlait tellement mal l'anglais qu'il ne parlait que le Curtis, c'est-à-dire un mélange de hongrois et de... je voulais citer deux autres choses qui m'ont frappé, je n'en tire aucune conclusion, mais qui fait partie de nos discussions. Il y avait à Vienne un cabaret qui s'appelait Budapester Orpheumgesellschaft, où les gens venaient écouter des Witz de Budapest. Pourquoi? C'est quand même extraordinaire qu'on ouvre à Vienne un Budapester Orpheumgesellschaft, un cabaret hongrois en allemand. Et deuxième chose, j'ai lu que le propriétaire du Hapag-Lloyd Hamburg America Lines, qui était une des plus grosses compagnies d'armateurs à Hambourg, qui s'appelait Balin, a payé, paraît-il, une bouteille de champagne pour chaque blague qu'on lui a apportée de Hongrie.
Et ça, j'ai lu, pas du tout dans un livre hongrois, j'ai lu dans un livre allemand sur l'humour allemand, etc. Enfin, si ce n'est pas vrai, pourquoi on l'aurait trouvé? Alors, soit c'est vrai, soit c'est pas vrai, et le fait qu'on le trouve déjà est extrêmement significatif. Si non è vero, è ben trovato. On a déjà beaucoup d'éléments, je trouve. On a bien avancé, hein, beaucoup d'éléments. Non, je trouve pas du tout. Beaucoup d'éléments, notamment la modernité, quand même, qui est un élément très important. La rencontre, en effet, entre une communauté juive très importante, une ville moderne, ouverte, libérale, une tradition talmudique, notamment, d'humour et d'exercice. Tout ça, c'est finalement un chaudron, quoi, un bouillon de culture humoristique qui, en effet, est allé s'exporter. C'est exporté un peu partout, et en particulier à Hollywood. Mais je trouve qu'on n'a pas assez parlé d'Hollywood, moi. Mais je suis d'accord pour raconter la blague de Curtis. Il y a aussi, on dit que Lubitsch avait mis sur sa porte, vous pouvez entrer même si vous n'êtes pas hongrois. Mais Lubitsch n'était pas hongrois. Il n'était pas hongrois, justement. Mais dans un de ses films, il y a des Hongrois à un moment. Hein. Il y a toute une scène très drôle où The Shopper on the Corner. Non, c'est comment That Uncertain Feeling, je crois. Hein. Il y a des Hongrois qui viennent dîner, donc ils mettent de la musique hongroise, et tout d'un coup, quelqu'un parle hongrois, et les Hongrois, parce qu'il a dit un mot, sont en extase. Je connais bien ce phénomène. Et il y a même un autre film de Lubitsch, je me souviens plus du titre, avec Merlo Beron, où le mari est assureur et l'amant est peintre, je crois. C'est ça. C'est le même. Et ils sont, Alexander Sébastien, ils sont à table et ils discutent, mais c'est pas traduit. Mais ils parlent hongrois. Et tout d'un coup, j'ai dit, c'est extraordinaire quand même qu'il ait pris des figurants hongrois qui parlent hongrois, mais sans... Ils disent rien, ils disent passe par le sel, enfin. C'est ça. Et puis à un moment, il s'extasie parce que le pianiste fou... Oui, voilà. C'est celui-là. C'est le même film. Oui, il y a un autre film de Lubitsch qui est le même. Oui. C'est assez talmudique. Oui, bien sûr. Et attendez, avant que j'oublie, il est quand même très important... comme dit la blague juive, arrête de parler pendant que je t'interromps. Oui, c'est quand même très important. Juste une blague concernant Hollywood. Quand George Bernard Shaw, le grand écrivain irlandais, était invité chez Metro Goldwyn Mayer, un des trois était hongrois, je ne sais pas lequel, je crois que c'est Goldwyn qui était hongrois. Ouais. Enfin, il était... Et quand il est rentré à Londres, il a demandé Sir George, alors comment ça s'est passé? Il a dit, ça s'est très mal passé. Il dit, mais pourquoi? Ah, parce que Monsieur Goldwyn a tout le temps parlé d'art et moi je n'ai parlé que d'argent. Donc c'est une chose qui se répète, l'humour. Même Bernard Shaw a été intoxiqué. Je t'ai interrompu. J'ajoute une chose qui est très trivial et que tout le monde connaît, mais peut-être pas assez et de façon aussi fortement formulée comme je dirais ça ici, c'est-à-dire le fait qu'un Zukor ou un Kertész se considérait comme hongrois n'est pas du tout typique du monde juif, parce qu'un juif polonais à Hollywood se dirait juif et pas polonais. Ouais. Alors ça, c'est un signe, un petit signe, de ce phénomène qui est tout de même extraordinaire dans cette partie du monde, c'est-à-dire à l'est de l'Elbe et à l'est de Vienne, l'assimilation de type nationaliste. Parce que s'il y avait des formes d'assimilation ailleurs aussi, en Russie et en Pologne, ça n'a pas pris cette forme ouvertement nationaliste qu'on a des Hongrois, full stop, on a des Hongrois juifs ou pas juifs, mais l'essentiel c'est qu'on soit des Hongrois. Et là, je vois un parallèle en Hongrie, encore une fois exceptionnel, parce que dans cette partie à l'est de l'Europe, ça se retrouve pas ailleurs. Cette espèce d'association
tantôt volontaire, tantôt un peu surimposé par l'environnement, de nationalisation du monde juif. En Occident, c'est classique. À la même époque, en France, en Angleterre, partout en Occident, cette association s'est faite avec un monde juif beaucoup plus réduit en nombre, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au moment de l'affaire Dreyfus, il y avait autant de juifs que dans 2 quartiers de Budapest. Et puis ça affecte tout de même beaucoup d'effets. En France, oui, en France, dans toute la France, les pays de France et de Navarre, oui. Donc cette force de l'assimilation est une donnée remarquable qui ajoute beaucoup au sel de la culture de plaisanterie issue de Budapest. Est-ce que vous voulez dire que l'assimilation crée une sorte de jeu entre 2 cultures, 2 personnalités qui auraient à voir avec l'autodérision, par exemple? Sûrement. Je pense que oui. Oui, je pense que oui. De toute manière, le fait que, au-delà du pays, en Amérique et partout, les Juifs réussis se déclarent, enfin se définissent comme Hongrois, c'est tout de même un phénomène très fort dans ce sens. Et pourquoi est-ce que justement en Hongrie ça s'est passé comme ça, selon vous? Il y a Parce que c'est pas un pays de l'Ouest, a priori. Si, d'une certaine manière, c'était un pays de l'Est parce qu'il y avait alors la raison principale, pour être court, c'est que c'était un régime politique non antisémite. Alors, lorsque je dis non antisémite, ça n'exclut pas des explosions. Là, on parle de l'époque des Habsbourg, de François-Joseph. Oui, bien sûr, jusqu'en 19. Le gouvernement et la classe politique hongroise étaient, je dirais, objectivement philosémites parce que faisaient tout pour la promotion sociale des Juifs et pour le soutien du capitalisme juif. Parce qu'il ne faut pas oublier de tout ce système de soutien étatique au développement du capitalisme dirigé par des entrepreneurs assez géniaux par ailleurs, presque tous, enfin à 80-90% juifs. Donc là, il y a un phénomène assez exceptionnel, encore une fois, dans cette partie du monde, parce que cette partie du monde, c'était quoi? Là où il y avait beaucoup de juifs. C'était la partie anciennement polonaise de l'Empire russe, c'était l'Empire russe, c'était l'Ukraine, c'était la Roumanie, essentiellement. Je ne parle pas des Balkans, c'est-à-dire des autres pays balkaniques qui avaient une autre histoire et où il n'y avait ni cette assimilation, ni cette modernisation, ni cet antisémitisme aussi, il faut ajouter. Alors que dans les pays à grande population juive, l'antisémitisme était étatique. Et est-ce que vous pensez qu'il y aurait aussi, ou pas du tout, une spécificité de la Hongrie par rapport à la Pologne, par exemple, du fait de la diversité religieuse existant en Hongrie, qui aurait d'une certaine façon créé une espèce d'habitude de diversité, de pluralité. Oui, enfin, en 2 mots, une des données de base de toute cette histoire, enfin, en arrière de toute cette histoire dont on parle, c'est que c'était le seul pays, probablement au monde, j'ai pas vérifié le monde entier, mais en Europe certainement, qui n'avait pas de majorité ni ethnique, ni religieuse. Alors, 19e, avant l'époque de la sécularisation, la religion était très importante pour l'autodéfinition des groupes et pour la définition des positions sociales que les groupes occupaient. Et c'était le seul pays où les catholiques romaines n'avaient pas la majorité, et puis le reste, enfin, ils avaient presque la moitié de la population, mais enfin, pas plus. Et surtout, les Hongrois de langue et de culture étaient nettement minoritaires. Vous savez que les Hongrois, formellement, ne sont devenus majoritaires qu'en 1900. Jusqu'à 1900, la majorité de la population se déclarait non hongroise de langue.
Ce qui est, ça c'est pas vu, enfin ça c'est vu nulle part. C'est un cas unique, extraordinaire. Ce qui explique beaucoup après ce qui s'est passé à Trianon et après. Bien sûr. Là, on quitte l'humour largement. Oui, on quitte l'humour, effectivement. Alors dans le dictionnaire, en revanche, on quitte pas beaucoup l'humour parce que à chaque fois il y a un signe, un indicateur avec une petite main, oui, qui nous montre, qui nous donne des vitz, avec un vitz ou une vitz. J'étais obligé de faire ça parce que je me suis dit, si j'indique pas pour les lecteurs pressés que là il y a un vitz, personne va l'acheter parce que personne ne va acheter d'Adam Biro un livre sur le Talmud, dit sur la Bible. C'est pas vers moi qu'on se tournera. Tandis que si je dis, oui, je parle du Talmud, mais là il y a une petite main qui dit, là on va rigoler, là ils disent, bon, je lis ça et puis si j'ai le temps, je lis le reste. Je trouve que le dictionnaire est extraordinaire sous un rapport assez particulier, c'est que c'est quelque chose de très personnel à Adam. Enfin, le personnage Adam est là dans chaque phrase, dans chaque page, et je pense qu'il ajoute de son sel beaucoup aux textes qui sont dedans. Donc c'est pas un dictionnaire objectiviste, c'est très personnalisé. La collection demande ça, c'est pour ça qu'au lieu d'appeler ça dictionnaire subjectif, vu que personne n'achèterait, ils appellent dictionnaire amoureux, qui est effectivement un mot qui attire et qui permet à l'auteur de parler ce dont il veut. C'est pour ça que je me suis permis de parler énormément de la Hongrie, et je parle des gens comme Albert Camus, par exemple, qui n'était pas juif, mais que j'aime beaucoup, donc j'ai trouvé le moyen de le glisser dedans. J'aurais pas pu faire si j'avais écrit l'Encyclopédie Universalis, c'est évident. Il y a aussi un article Heidegger. C'est un représentant de l'humour juif, Heidegger. Il y a 3 lignes. Oui, je sais. C'est une citation de Cohn-Bendit au sujet de Heidegger. Oui. Mais tu mets avec capital, lettre capitale ou lettre... Je crois que j'ai mis en minuscule, mais je ne sais plus. Non, j'ai gardé les minuscules pour les très grands salauds. Parce que après, si je descends, alors même Simenon, j'aurais dû écrire en minuscule. Alors j'aime énormément Simenon. Bon, c'est un raciste qui détestait les Juifs, les Noirs, les Chinois, les Indiens, etc. Mais bon, en ce cas-là, malheureusement, je me suis rendu compte dans ma longue vie que au fond, je devrais écrire quasiment tout le monde en minuscule. Ce n'est pas vraiment possible. Donc, je devais écrire De Gaulle en minuscule, et Mitterrand en minuscule. Enfin bon, je ne peux pas me permettre ça. Donc je garde le minuscule pour Hitler, pour Mussolini, pour Horthy, enfin bon, pour 4-5 salauds de poids. Enfin bon. Oui, enfin, si là j'ajoute juste un mot long. C'est que si on regarde, alors là c'est très simple, si on regarde les lettres russes, la littérature roumaine, la littérature polonaise, les Tchèques font peut-être exception. C'est plein de discours ouvertement ou pas ouvertement antisémites. Alors, dans les lettres hongroises, dans la zone, disons, canonisée de la littérature hongroise, c'est exceptionnel. Enfin, on n'en trouve pratiquement pas. Pour des raisons, d'ailleurs, historiquement assez, explicables. Les éditeurs étaient juifs. Pardon ? Les éditeurs étaient juifs. Non, oui, aussi, parce que les amis, les amours, parfois la parenté, effectivement, était juive. Dans le XXe siècle, si on regarde toute la modernité hongroise, là, on voit énormément de couples mixtes. Il y a des exemples tout à fait remarquables, d'autres qui ne le sont moins. Mais c'est vrai
que la mixité culturelle et amoureuse est un des facteurs de ce fait, qui est tout de même un fait majeur, parce que si on regarde du côté des Russes, du côté des Polonais ou des Roumains, ou du côté même des Autrichiens qui sont pas dans la première ligne, alors on trouve plutôt le contraire. Plutôt le contraire. C'est difficile de généraliser parce qu'il faut prendre des cas, chaque cas séparément. Donc, c'est tout de même un phénomène majeur. Oui, oui. Tout de même quelque chose qui marque l'histoire culturelle du pays, c'est que l'antisémitisme n'est pas une ligne de pensée centrale. C'est totalement marginal, y compris l'entre-deux-guerres. J'ajouterais, y compris l'entre-deux-guerres. Ce qui est quelque chose, enfin. Mais là, bon, je cesse parce que... Mais c'est très intéressant. C'est intéressant. Mais, oui. Alors, si tu me permets, un mot de plus, c'est une donnée objective, sociologique. Alors que le fascisme, le nazisme monte en Hongrie aussi dans l'entre-deux-guerres, les mariages mixtes judéo-chrétiens aussi augmentent considérablement. Et le maximum, ça c'est tout de même très, très joli comme donnée, le maximum est atteint en 1937, c'est-à-dire l'année avant la première loi anti-juive. Le maximum en termes statistiques des mariages mixtes en Hongrie. Donc il y a un parallélisme avec la montée du nazisme et je pense qu'on peut interpréter ça comme une contre-mesure ou la montée de la contre-culture à la montée du nazisme. C'est intéressant, oui. Et oui, bien sûr, il y a aussi même des écrivains comme Krudi, Esther Shoimoshi, qui quand même expriment une voix très particulière. Alors qu'en France, il y a beaucoup d'écrivains antisémites à l'époque qui... Parce que vous parliez des Russes, et des Polonais. De bons écrivains. En Hongrie, je ne connais pas de bons écrivains, enfin, grands écrivains antisémites. Enfin, si on cherche beaucoup, peut-être on trouve des... Mais franchement... En France, ça devient, disons, un thème littéraire très important, en effet, dans ces années. Dans les années 30. Bon, avant aussi, bien sûr, il y a eu l'affaire Dreyfus, évidemment. Oui. Mais si tu me permets, l'affaire Dreyfus, c'est tout à fait un contre-exemple, parce que si on compare les deux pays, on trouve tout de même ceci. L'affaire Dreyfus a été conclue par la grâce du pauvre capitaine, par le président de la République, ce qui est quand même une forme honteuse dans une République libre et tout de même développée, un pays développé, que les tribunaux libres n'arrivent pas à faire reconnaître publiquement l'innocence de quelqu'un dont tout le monde savait qu'il était innocent. Alors que si on prend le parallèle hongrois de Tisza-Eslal, il y avait un tribunal qui a déclaré très clairement que les coupables ne l'étaient pas. Et voilà. Donc, c'est un crime rituel dont on a accusé une famille juive. Oui, c'est un fameux cas de crime rituel, d'accusation, enfin de calomnie de crime rituel en 1882-83. Mais il n'empêche qu'au moment de l'affaire Dreyfus, il y a eu effectivement une vraie littérature qui s'est développée autour du thème antisémite. Alors même que les proportions peut-être de la population n'étaient pas celles qu'on a évoquées tout à l'heure, que vous avez évoquées tout à l'heure. Mais justement, cette question de l'antisémitisme, elle m'amène à poser une question à l'auteur du dictionnaire. Est-ce qu'il est possible de différencier une blague juive d'une blague antisémite ? Alors, c'est une question que je me suis posée d'abord à moi-même et après on me l'a beaucoup demandé. Un vice que je raconte, moi, à ce public ici, quel que soit le vice, n'est pas antisémite. Le même mot à mot raconté par Dieudonné est une blague antisémite. Je vous donne un exemple. Dans la même collection que mon livre, il y a un dictionnaire amoureux du judaïsme, par Jacques Attali, qui dit, l'humour, c'est pas tellement mon fort, je raconte, dit-il, la blague juive la plus courte.
Dieu soit loué. C'est évidemment un vitz antisémite. Si vous le grattez, ça veut dire ils sont tellement bas qu'ils louent même Dieu, qu'ils font de l'argent avec tout, y compris Dieu, et on ne peut pas aller plus bas. Mais ce vitz-là, raconté par Jacques Attali, qu'on ne peut pas accuser d'antisémitisme, aux gens qui vont lire son livre, est évident que c'est une blague où tout le monde rit de bon cœur. Et il y a n'importe des proches disent, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Qu'est-ce qui définit où est la différence entre une blague juive et une blague antisémite? C'est qui raconte, à qui le raconte et dans quelles circonstances. C'est tout. Je n'en connais pas d'autres. Puisque l'autodérision fait que quand on demande à Cohn qui sort d'un hôtel, as-tu pris une douche, et il dit pourquoi il en manque une, ça veut dire qu'il est sale, qu'il est voleur, n'empêche que vous riez, bon, si je ris... Et il répond par une question. Et il répond, ah oui, mais ça c'est encore une autre chose, les questions, ça c'est évidemment toutes les blagues juives comportent une question. Donc voilà, ma définition c'est tout. Il n'y a pas d'eau, sauf évidemment si... Bon, bien sûr, on peut trouver des blagues qui sont franchement antisémites, qu'aucun juif ne raconterait, mais enfin, bon, la majorité, quand on se moque de la radinerie, de la concupiscence, etc., très souvent, c'est les juifs eux-mêmes qui l'écrivent, ou bien ils racontent entre eux, en riant à gorge déployée. Oui, si je puis me permettre, je pense qu'on peut attribuer ça à cette forme d'esprit développée dans ces conditions d'assimilation ambiguës, c'est-à-dire lorsqu'on domine un champ social parce que on est bourgeois, on est cultivé, on est urbanisé, on est dans la grande ville et on construit la grande ville. Il faut ajouter que tout ce qu'on voit à Budapest centrale a été d'une façon ou d'une autre construite par des Juifs en tant que commanditaires, en tant qu'architectes, en tant que financiers. Donc, lorsqu'on est chez soi, mais dans un chez-soi qui est la capitale d'une nation à laquelle on appartient, bien entendu, mais depuis pas très longtemps. Donc, dans cette situation, il faut tenir compte de cette autodérision comme une forme de sécularisation du nationalisme classique qui n'existe pas pour les Juifs. Pour les autres, pour les Polonais, pour les Hongrois, le nationalisme n'admet pas de plaisanterie. Le nationalisme est une chose sérieuse. On ne fait pas de l'autodérision nationaliste. Chez les Juifs, puis en raison de cette situation ambiguë, cette autodérision est admise et même cultivée. Donc là, bon, il faut en dire plus, mais je vois là une liaison très forte entre sécularisation et nationalisation ambiguë de ce monde juif. Le Witz, finalement, fait aussi crée du lien social, comme on dit aujourd'hui. Oui, oui. Bien sûr. C'est évident que personne ne se raconte un Witz à lui-même. C'est que forcément, je raconte un Witz à quelqu'un, ça crée un lien. C'est même l'essence même du Witz. Maintenant, il est vrai aussi que si je raconte un Witz à quelqu'un, il rit et ça crée des liens entre nous, et quand j'en raconte 10, ça élève un mur, parce que ça devient insupportable. Donc bon, mais là c'est la technique des Witz. Mais c'est évidemment, pas seulement le Witz, l'humour. L'humour est un lien. L'ironie ne l'est pas. L'ironie est méchante, l'ironie est mordante. Tandis que l'humour, c'est évidemment un lien social, bien sûr. Qui, à Budapest, avait une série, encore une fois, d'institutions. J'ai oublié tout à l'heure de parler des cafés littéraires, qui étaient des lieux... vraiment des lieux pour raconter des Witz. Enfin bon, c'était le lieu où les gens se rencontraient, et puis la culture des plaisanteries fleurissait. Enfin bon, c'était des lieux, je pense, d'ailleurs essentiels même pour la création littéraire, mais aussi
pour cette création particulière, pour ce genre particulier du Witz. D'ailleurs, j'ai raconté à Guillaume tout à l'heure au café un mot qu'on utilise en Hongrie, plus maintenant évidemment, mais avant la guerre et quand j'étais gamin, on le disait encore, je le dis d'abord en hongrois, Szintén, ça veut dire vous êtes également musicien. Ça voulait dire vous êtes également juif. Pourquoi? Parce qu'il y avait une comédie avec un acteur très connu qui s'appelait Salamon Béla. C'est dans les années 35-36, les juifs n'avaient pas de travail, ils étaient chômeurs, etc. Et ils étaient prêts à accepter n'importe quel travail. Il y a une famille d'aristocrates qui donne une soirée, ils cherchent des musiciens. Alors quelqu'un se présente et il dit « je suis musicien ». Il l'était évidemment pas du tout, mais ça lui permettait de manger. Et alors, d'autres arrivent, et alors lui demande, vous êtes également musicien, sous-entendu, vous êtes également juif sans travail. Et cette expression est devenue, je me rappelle, quand j'étais gamin, on disait, Szintén, également musicien. Ça voulait... Juste un mot, vraiment, cette fois-ci. J'ai pas terminé tout à l'heure. Les cafés, parce que je parlais des cafés, il faut aussi savoir que 90%, au-delà de 90% des cafés de Budapest ont été des cafés fondés, financés et gérés par des juifs. C'est un fait. Est-ce que vous pouvez nous donner une blague? Oui. Ah. Qui est spécifiquement hongroise? Moi, je suis roumain, je connais plein de blagues juives, mais j'ai l'impression que... Si, tu m'en as raconté une très bonne qui t'est arrivée avec le gars au théâtre qui dit « j'aimerais jouer un homme ». Tu t'appelles pas? Enfin, non, mais il y a l'impression que les blagues juives sont aussi des blagues nomades. Ce sont des blagues qui circulent, c'est au-delà des frontières. Absolument. Donc, moi, ce que j'apprends énormément, mais donnez-nous une blague qui est vraiment signée, localisée comme blague juive de Budapest. Je pense voilà. pas... Alors, j'en ai une. Alors, d'abord, déjà, les personnages. C'est Kohn et Grün, le père Kohn, toujours, et Grün, son alter ego, voilà. Ils se rencontrent à Dobutsa, c'est le quartier juif, c'était après c'est devenu le ghetto. Ils se rencontrent, Kohn rencontre Grün en 1942, si tu veux, et Kohn dit à Grün, dis donc Grün, t'as entendu qu'au zoo d'Oslo, il y a des jumelles otaries qui sont nées? Grün réfléchit. Des jumelles otaries. Des jumelles otaries, et il réfléchit, il se penche vers l'oreille de Kohn, tout bas, il dit, dis-moi Kohn, c'est bon pour nous, ça? Ça, c'est vraiment une blague juive hongroise, typique. Non, mais mon père, qui était polonais... Bon, moi, j'ai vécu dans cette ambiance de Wietzen. Je suis né à Buenos Aires, mais j'avais un papa polonais qui imitait Zygmunt Schumacher. Ah oui. Donc, tout ça en yiddish. Et on était tous pliés de rire dans les réunions de famille. Mais cette même blague, mon père me l'a racontée comme étant une blague polonaise, juive polonaise. Alors, pour répondre à ta question, j'imagine que toutes les blagues se battent. D'ailleurs, c'est intéressant, dans le volume Que sais-je sur l'humour juif, l'auteur cite une blague juive qu'il a retrouvée chez La Fontaine et chez Aesop. Et j'ai lu dans un article dans une revue scientifique hongroise une blague juive très typique hongroise, m'a fait une blague comme ça, elle remonte, elle l'a retrouvée dans les pays baltes, elle retrouve chez Juvénal. Et alors j'en ai parlé avec un copain prof de latin, il me dit, qui te dit que Juvénal ne l'a pas entendu chez les Juifs qui sont venus de Palestine? Donc bon, voilà, évidemment, il y a une humour de base, bien sûr. Le personnage de Seditz, c'est un juif nomade, c'est une identité mobile. Elle n'est pas. Il y a des blagues russes sur la vodka et tout ça, donc il y a des blagues juives, mais les blagues juives, comme vous dites, sont polonaises, roumaines, hongroises. Sauf quand c'est politique, quand c'était Rákosi, quand c'était le gouvernement. Par exemple, je te donne un exemple
typiquement hongrois. Le gouvernement communiste hongrois, après la guerre, était composé de juifs communistes, évidemment, qui ont renié leur comme en communisme, Roumanie, là. comme en Roumanie. Et alors, le président de la République, qui s'appelait Dobi, il n'était pas juif. Et alors, la blague, c'était pourquoi Dobi est dans le gouvernement pour qu'il y ait quelqu'un qui signe les décrets le samedi, le Shabbat. Ça, c'est hongrois. Voilà. Mais il y avait l'autre blague. Qui remonte à 19, parce que dans la République des Soviets hongrois, la situation était semblable, sauf que le président n'était pas juif, et on racontait après la même blague. Mais j'ai Il y a l'impression qu'en l'idée fait... de l'émigration, parce que l'idée, je pense qu'on a parlé ensemble, cette blague extraordinaire. Donc, le juif est toujours dans une situation un tout petit peu d'instabilité, pas à Budapest, mais globalement. Et donc, un juif se présente à Moscou, à Budapest, dans n'importe quel pays des pays communistes, et on lui donne un passeport. Et le flic lui demande, où veux-tu aller? Et le juif dit, j'en sais rien. Et le flic lui dit, prends ce globe et cherche. Et le juif fait tourner le globe, et au bout d'un certain temps, dit, vous n'en avez pas un autre? Mais ça peut être... C'est universel. C'est Il y a universel. plusieurs versions de la même histoire. Non, mais je pense que vous soulevez un point très important, qui est la question d'une part de la viralité, comme on dit aujourd'hui, la viralité des blagues, de l'esprit. Ce sont des moments très brefs, hein, des petites structures qui se promènent et qui sont faciles à exporter, à s'approprier. Il y a aussi quand même le fait qu'il y a une diaspora, donc il y a évidemment quand même une communication malgré tout qui existe, hein, entre ces différentes antennes, si je puis dire. Et évidemment, je pense pas que les blagues aient une ADN. Je pense pas, je crois pas ça. Je pense que, en revanche, oui, c'est ça. Mais je crois que ce que décrivent nos orateurs, c'est un bouillon de culture. C'est-à-dire, c'est un lieu où la fabrication, on pourrait dire, a été intensive. Hein, plutôt qu'une espèce d'essence de la blague juive hongroise. Je pense qu'on n'arrivera pas à l'attraper, heureusement, parce que c'est comme la poésie, c'est comme définir la poésie. Vous essayez de définir la poésie et il y a 1000 milliards de définitions de la poésie qui se contredisent et qui sont toutes justes. Donc, mais en revanche, on peut peut-être en effet voir des points sociologiques, par exemple, qui permettent de comprendre pourquoi ça a pris, pourquoi la greffe a prise, pourquoi ça s'est développé. Et je crois que c'est plutôt dans cette optique qu'on a, plutôt que d'essayer de dire ça c'est une blague juive hongroise, ça c'est une blague juive polonaise typique, parce que ça me semble difficile. Enfin, je sais pas, je parle aux spécialistes. Je vais même plus loin. J'ai été invité à Bruxelles à faire une causerie, enfin une interview, et quelqu'un a demandé, écoutez monsieur, je ne suis pas juif, ça m'a beaucoup intéressé, mais donnez-moi la définition de l'humour juif. Alors j'ai dit, écoutez monsieur, donnez-moi la définition du juif, et tout de suite après, je vous donnerai la définition de l'humour juif. Ben, voilà, on a applaudi, on a passé à autre chose. Je suis sûr que si on faisait des tests, des blind tests, on pourrait citer des blagues qui sont pas juives, qui n'ont peut-être rien de juif ou d'hongroise, et qui pourraient passer pour... Je sais pas, par exemple, un mot d'esprit de Voltaire, par exemple, pourrait peut-être... être reçu comme tel. Donc évidemment, c'est des choses très ténues, très fines. Il y a des blagues qui se rapportent quand même au judaïsme. Oui, mais ça c'est... voilà, bien sûr. Des jeux sur le Yom Kippour. D'ailleurs, tiens, à propos de Yom Kippour, j'ai noté ça parce que c'est une question que je me suis dit. La seule langue au monde, enfin la seule langue que je connais, où Yom Kippour ne se dit pas Yom Kippour, mais Hossunop, un jour long, c'est l'hongrois. Pourquoi en hongrois on ne dit pas Yom Kippour? On le dit en allemand, en anglais, en français, partout, sauf en hongrois. On dit le jour long. C'est intéressant. Ça montre une assimilation vraiment très poussée. Autre question, j'avais vu des doigts. La madame vous a... Ah oui. Ah ben oui, bien sûr. J'ai noté des blagues. Mais je vais vous dire... Mais Maurice, le petit Maurice, il existe en allemand.
Der kleine Moritz. Il existe aussi dans des blagues allemandes. Oui, Ça oui. doit venir de l'allemand, je pense. Moi, j'ai pensé, comme vous, j'ai pensé que ça venait du procès de Tissoeslar où le gamin qui a dénoncé ses parents et s'appelait Scharf Moritz. Mais en fait, il existe en allemand aussi. Chez Wilhelm Busch, il y a Der kleine Moritz. En fait, je pense qu'à l'origine, ça devait être aussi Moshe, le petit Moïse, qui se balade. Et c'est vrai que vous avez raison, les Witz de Moritz Kor, on peut passer la soirée. Oui. Ma question c'est pourquoi il n'y a pas de Witz aujourd'hui en Hongrie? Écoutez, j'ai quitté la Hongrie à 60 ans, je ne vais pas vous répondre. Mais je peux vous raconter un Witz. Et par contre, un peu en réponse, j'ai été invité à Vichy il y a un mois dans un théâtre pour parler de ce sujet. Et alors j'avais un intervieweur qui m'a dit, bon voilà, Monsieur Biro, on va vous poser. Et alors j'ai dit, avant que vous commenciez l'interview, j'aimerais faire une déclaration. J'aimerais que le public présent fasse une collecte pour qu'on élève une statue en mon honneur. Silence total, sidération, il est devenu fou. J'ai dit oui. Il faut quand même dire que le gouvernement qui était dans cette ville il y a 70 ans, je représente personnellement l'ennemi absolu. Juif, étranger, de gauche, ayant épousé une protestante avec un père franc-maçon. On ne peut pas aller plus bas. Alors là, ils étaient d'accord. Voilà, j'ai donné la réponse un peu tordue pour qu'il n'y a pas de... Mais enfin, peut-être que Victor a une réponse plus... Non, mais à l'époque communiste, il y en avait beaucoup. L'époque communiste a produit des Witz et certains sont remarquables. Moi, j'ai en tête un certain nombre. Je pense que souvent, ce sont des Witz très profonds, donnant le point de vue, encore une fois, point de vue juif sur le monde social. Ah, si vous donnez... Actuel. Non, à l'époque communiste. La question de la dame, pourquoi il n'y a pas maintenant? N'ai pas de réponse. Là, je n'ai pas de réponse. Est-ce qu'il y a vraiment pas de Witz? Parce qu'il y a quand même ce parti qui fait que le chien là. Oui. Est-ce que c'est pas un peu c'est pas vraiment des Witz, c'est un peu du nonsense. À la double queue, oui. Là, c'est ça, avec double queue, oui. Est-ce que le chien à la double queue, il n'est pas au moins humoristique quand même? Si, tout à fait. Dans l'absurde, le comique de l'absurde. Tout à fait. C'est un autre comique. Il y a du comique. Sauf que... L'humour. Oui, dans les pays tchèques, il y avait un vrai parti qui voulait rendre la bière gratuite. C'était une vraie proposition. Tandis qu'en Hongrie aussi, il y a la proposition générale de ce parti d'améliorer tout. Tout doit être amélioré. Et puis, enfin, ce genre de propos. En France, il y avait Coluche quand même qui s'est présenté. Donc c'est vrai. Et si je puis, vous dire quelque chose n'est pas tout à fait secret, que le chef de l'école sociologique, disons dominante, si je puis dire, de l'époque, Pierre Bourdieu, a voté pour Coluche. Non, mais Coluche ne s'est pas présenté. Il ne s'est pas présenté, il n'a pas pu voter, il a soutenu. Oui, mais... Parce qu'il ce qu'on peut dire, c'est que Coluche, il y avait des intentions de vote de 18%, et le Nouvel Observateur a fait la une avec Coluche, et Mitterrand a téléphoné à Jean Daniel, énervé par la position du Nouvel Observateur, qui soutenait de manière ironique la candidature de Coluche, et Coluche, il s'est retiré sous la pression bienveillante du futur président. Ah oui. Une dernière question peut-être? Je voudrais faire une remarque et avoir votre réponse. Une suggestion pour une délimitation géographique de l'humour juif. Il y a une blague qui dit que je trouve très très juive, qui dit beaucoup, c'est « Dieu sait tout, un juif lituanien sait tout aussi, mieux ». Est-ce que... Alors, et je pense que j'ai pas l'impression à vous entendre, alors moi je suis d'origine juive mais égyptienne, donc vous voyez ça n'a rien à voir, mais à vous entendre, j'ai pas l'impression qu'on pourrait dire ça du juif hongrois. Enfin,
On pourrait pas dire ça, faire la même blague avec un juif hongrois. Et je me demande, est-ce qu'il n'y a pas finalement une délimitation entre une certaine forme d'humour existentiel qui serait plus d'essence moderne, comme l'humour juif new-yorkais, et puis l'humour du désespoir qui est lié à des conditions sociologiques féroces, et c'est tout l'humour, enfin on pourrait dire ça d'un juif ukrainien, d'un juif polonais, d'un juif russe, à une certaine période. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je réponds à votre question que ça existe en Hongrie absolument. Le Hochmetz, c'est celui qui sait tout. Et puis le Hohem, celui qui est au coin. Et le Uber-Hohem, il sait encore mieux. Donc ça, bien sûr, il sait toujours. D'ailleurs, je vous donne un exemple. Ma mère me disait, les juifs sont les plus intelligents, mais un juif bête, il est le plus bête de tous. Parce que même dans la bêtise, il faut qu'il soit supérieur. Donc, vous voyez ça. Voilà, peut-être qu'on pourrait conclure sur cette bonne parole et vous proposer... C'est ça, on va vous proposer de descendre dans le hall et continuer à côté d'un verre de vin. Alors, merci pour... Et échanger avec des Witz, parce qu'on a essayé de limiter, que ça ne se transforme pas en une vaste foire aux Witz, mais peut-être qu'en bas, on pourra échanger plus de Witz. Voilà. Merci à nos orateurs.